Alors, toujours à propos de la ministre de la Santé, euh, elle révèle avoir été au courant de la propagation de l'épidémie et de l'avoir tue pendant la semaine précédant les élections municipales. Que dire? Qu'est-ce que l'on aurait fait à sa place? Dans les deux cas, c'est reprochable. Si tu le dis, tu peux compromettre l'action de ton gouvernement qui est pensé à plusieurs, c'est le principe d'un gouvernement. Si tu le dis pas, on va te reprocher de l'avoir dit. Autant dire que c'est une position qui n'est pas du tout enviable, qui n'inspire pas du tout confiance, ça c'est sûr, mais franchement, c'est pas du tout enviable. Donc, autre chose, en fait, son mari a participé au financement, là, comme je vous l'expliquais. Moi, bon, ça me choque pas plus que ça, parce que le monde de la santé à un tel niveau, j'imagine qu'il doit être plutôt petit, quoi. La virologie, c'est quand même pas une spécialité qui compte des centaines de milliers de personnes. Donc, dans un même pays, se retrouver sur voilà, des, des- des centres d'intérêt ou des compétences pro dans ce genre de domaine, moi, ça m'étonne pas. Par contre, après, effectivement, ça pose question. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre à jour les règles démocratiques pour garantir une meilleure neutralité sur ce point et évacuer toutes les suspicions de corruption dans ces cas-là? Le cinquième argument, c'est le retard du matériel. Effectivement, les masques commandés par la ministre, une des ministres précédentes, puis jetés, puis là, fallait en recommander. Il n'y avait pas de stock, l'armée qui avait préempté du stock. Enfin, c'est vrai que voir des médecins ou des infirmiers aller au front avec des sacs poubelles, franchement, là, on se dit il y a quelque chose qui cloche. C'est que en fait, les pays ne pensaient vraiment pas que ça allait être si compliqué la logistique de, de pandémie en fait, hein. À mon avis, ils se sont dit on va pas stocker inutilement, on l'a déjà fait les 10 dernières années et finalement ça va à la poubelle. Euh, Ils ont peut-être cru à une logistique adaptée, mais en fait ils ont découvert que la logistique ne suivait pas. Donc voilà. Donc comment ne pas gaspiller du stock de masques qui va être périmé, qu'il va falloir jeter s'il n'y a pas de pandémie? Et comment anticiper et améliorer la logistique, tant en termes de production qu'en termes d'acheminement vers les États, et encadrer les prix, bien entendu, parce que vous imaginez l'état de puissance économique de celui qui peut fabriquer beaucoup de masques très vite, voilà. Donc ça fait partie de ce que les politiques ont tous amené dans le débat, de se dire va falloir qu'on travaille là-dessus pour être en mesure d'avoir des capacités de production sur ce type de produit. Donc comme quoi il y a des leçons à tirer et pas toujours des complots qui visent notre extermination. Sixième chose, bah oui, c'est le sophisme de certains interlocuteurs censés rassurer la population. Il y a des gens pour qui c'est pas passé du tout, quoi. On leur a parlé comme s'ils étaient inaptes à comprendre une phrase sujet-verbe complément. Celle qui revient souvent dans la complosphère, c'est quand même cette secrétaire d'État ou cette porte-parole, je ne sais plus, en France en tout cas, qui dit mettre un masque est un geste technique. Mhm. Passer deux élastiques derrière l'oreille, tirer, puis pincer sur le nez et vérifier que ça cale bien sous le menton, c'est hyper technique, hein. Franchement,
on va tous faire des bac+12 pour y arriver. Enfin, voilà ce que on dit les gens, mais c'est du bon sens en fait. C'est du bon sens. Bien sûr qu'il y en a qui, certaines personnes vont voilà, se frotter le nez, mettre le masque après, c'est inutile de faire ça. Bon, ça appelle des précisions, mais je pense qu'on le dit une fois, deux fois, trois fois, bon, les gens comprennent quoi. Faut avoir les mains propres pour mettre un masque. Vous enlevez votre masque, faut vous laver les mains aussi avant de refaire autre chose. Voilà, ça s'explique. Mais de là à dire que c'est des gestes techniques, il faut faire attention. Enfin, c'est pas passé du tout. Les gens ont vraiment pris ça comme si on les prenait pour des gens totalement inaptes à la compréhension. Et d'un autre temps, on leur demandait, alors l'injonction contradictoire, je vous dis pas, d'avoir une acuité et une concentration sur des données scientifiques qui sont pas accessibles comme ça au premier abord, mais on leur en rabâchait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà, la perte de sang-froid peut mener à se dire ces gens nous détestent et ils veulent notre mort, quoi. Ça, faut pas non plus se mentir là-dessus. Septième argument, bah, les propos des médecins relayés dans Hold Up, un reportage dont je vous parle dans la chronique La peur des virus Quesaco, chronique numéro 9, je vous y renvoie. Donc voilà, voilà. Effectivement, il n'y a pas que ce reportage qui en parle, et il y a beaucoup de médecins qui sont intervenus en disant que, bon, certes, il y avait la thèse du gouvernement, mais qu'il était aussi nécessaire que l'antithèse qui émanait d'autres médecins, d'autres autorités, qui ayant prêté le serment d'Hippocrate, qui étant diplômés, avaient tout autant voix au chapitre que les autres. On ne peut pas entendre toutes les voix, mais je pense que le corps des médecins est quand même suffisamment organisé pour réussir à se faire entendre de manière pertinente, quoi. Et au top de ces médecins et chercheurs, on a le professeur Montagnier, qui n'est pas n'importe qui, prix Nobel de médecine en 2008. Il a identifié le rétrovirus responsable du sida. Donc lui, il avait une thèse bien particulière sur le sujet, puisqu'il sait décortiquer un virus au point d'identifier un rétrovirus. Donc là, dans Quesaco numéro 9 aussi, je vous donne la définition virus-rétrovirus. En gros, virus concerne une forme de la génétique, et le rétrovirus, lui, est plus sur l'ARN. Enfin, je vous laisse aller voir ça. Et en fait, il est décédé, donc il ne peut pas nous dire jusqu'où il était allé dans ce qu'il avait observé, qu'il repose en paix en tout cas, mais il explique clairement que ce virus n'a pu être créé que par la main de l'homme. Pour lui, à l'origine naturelle de ce virus, le pangolin ou la chauve-souris ne sont pas responsables, c'est impossible, puisque en fait, il explique notamment la manière dont le virus s'accroche aux cellules. C'est tellement précis et fait pour fonctionner, notamment, qu'il dit que seul l'homme peut avoir conscience de euh, cette donnée pour améliorer la contagiosité, par exemple. Enfin voilà, être sûr que les gens seront bien contaminés quand ils seront quand ils auront croisé ce virus, que ça sort forcément d'un laboratoire. Voilà. Donc il n'a pas été suivi, il a même été décrié. Bon, après j'ai envie de dire prix Nobel de médecine, voilà. Faut relire son CV avant de s'attaquer à ce genre de monstre sacré, quoi. Huitième argument, donc ça a été révélé il n'y a pas très longtemps en France dans l'émission C'est à vous. Le plan de... Non, c'est pas ça. C'était pas dans C'est à vous, pardon. C'est un autre argument qui vient après. Ça, c'est le plan de préparation effectué par l'université Johns Hopkins en collaboration avec le Forum mondial, donc Davos, et la fondation Bill Gates. Bill Gates qui fait des recherches sur les vaccins et les nanotechnologies maintenant.
Donc pour certains, c'est une prédiction. Je vous mets en lien un article intéressant parce que cela a été relayé par Philippe de Villiers notamment. Donc en fait c'est intéressant puisque il faut faire la différence entre simulation et prédiction. Il faut avoir ces deux notions à l'esprit pour décider de où on se positionne. Donc pour De Villiers, bah, c'est une prédiction. Il se dit on met pas autant de moyens avec autant de gugus qu'ont autant de pouvoir. Pardonnez-moi l'appellation gugus, c'est pas péjoratif, hein. Mais c'est sûr que c'est une préparation de quelque chose. On n'a qu'à enlever virus de grippe porcine, on met pneumopathie de type Covid à la place et le tour est joué. Ça peut, et ça peut aussi dire bah, avancer des données de la science qui savent que le prochain grand risque majeur, c'est les épidémies, comme le démontre le travail de Franck Tilliez avec l'Institut Pasteur en 2010. Donc voilà, ça appelle une préparation avec mise en place d'un plan par l'université concernée. À vous de faire votre choix si vous optez pour simulation ou prédiction. C'est pas à moi de vous le dire, ça c'est certain. Mais je trouve que les deux thèses doivent être entendues. Ça, pour moi, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, l'accès au savoir scientifique, c'est encore là la question qu'il faut se poser. Car qui suis-je moi pour dire le professeur Montagnier dit n'importe quoi? J'ai pas mis les pieds dans la fac de médecine autrement que pour aller chercher une copine après un cours éventuellement. Donc voilà, je veux dire, je peux pas décrédibiliser ce que dit ce monsieur, fort respectable, puisque j'ai pas les connaissances pour le faire, en toute humilité. Donc je vais faire confiance aux autorités de référence en la matière. Mais si des gens qui ont le bagage en termes de savoir nous disent attention, méfiez-vous, parce que voilà comment ça se passe et qu'en fait, il y a une thèse, mais il n'y a pas d'antithèse et on n'est pas dans la sagesse de la dialectique où il aurait fallu aller jusqu'à la synthèse pour avoir quelque chose de correct pour la démocratie, mais on n'avait pas le temps. Il y a ce facteur-là, le facteur temps. Donc il va falloir, et c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apprenne à faire des plans dialectiques pour raisonner ensemble rapidement, parce qu'il y a une accélération des savoirs, des moyens de sa transmission, une baisse aussi de certains savoirs, le niveau de savoir baisse, par contre le savoir transmis se transmet plus vite, et dans une logique de pandémie, il faut aller vite, mais il y a des questions sur lesquelles il peut être dangereux de décider ou de réfléchir trop vite. Donc voilà un peu l'écueil dans lequel se sont trouvés plongés des millions de gens à se dire bon allez, pour aller vite, je vais dire que je crois à ça et après c'est plus de la certitude, c'est de la croyance et bon ça peut être aussi dangereux mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité, hein. Rien n'est parfait.